Je rappelle que l'abbaye a été fondée par Saint Bernard en 1115. Voilà. Bien des monastères ne sont pas, comme les monastères cisterciens, fondés à l'écart du monde. Les monastères ont été quand même fondés soit dans des villes, soit ont permis, par leur développement, la fondation même de villes et le développement des villes, leur agrandissement. Attention, on a toujours dans l'idée le monastère à la campagne, mais le monastère, c'est aussi un phénomène urbain à l'intérieur de la ville, dès l'époque, bien sûr, dès l'époque médiévale, puisque ça a contribué, effectivement, au développement des villes. Les cisterciens étant, si vous voulez, des gens des moines qui étaient à la pointe du progrès, en toutes choses, et en particulier en ce qui concernait les arts mécaniques, pour prendre là aussi un terme long, un terme général, tout ce qui était les moulins, tout ce qui était et pas seulement les moulins pour le blé, mais les moulins pour les forges, ont été développés beaucoup de moulins ont été développés par les cisterciens, pas tous, beaucoup. Ils ont aussi développé une agriculture intensive, ils sont probablement à l'origine, en tout cas, le premier témoignage que nous ayons de l'assolement triennal, je n'ai pas dit la rotation, l'assolement triennal, c'est la grange de Voleran, au milieu du XIIIe siècle. C'est une grange cistercienne. Et ils ont développé non seulement l'agriculture, non seulement les produits de la forêt, à un moment où il y avait des constructions partout, donc ils se sont enrichis. Et ils ont aussi développé l'élevage, à un moment où justement les villes sont en plein essor, si bien que, recherchant l'humilité et l'écart au monde, ils se sont très vite retrouvés à la pointe de l'histoire économique, on peut dire, du XIIe et du XIIIe siècle. Voilà. En 4 ou 5 minutes maximum, pour ne pas être trop long, dire 2 mots sur ce lieu particulier, tellement particulier qu'est Clairvaux. Ça a été, dans son histoire, un lieu particulier. Je vous parlerai d'une gestion particulière et puis du projet particulier que l'on envisage. C'est un lieu particulier parce que ça a été l'abbaye dont vient de parler Mme Covard, mais ça a été la plus grande. Il faut savoir que Clairvaux, c'est 30 hectares, avec 20 000 hectares de forêt et 4 000 hectares de terres labourables. Autrement dit, dans cette économie de croissance que vont créer les cisterciens en cassant l'économie de subsistance de la féodalité, pour résumer, Clairvaux va être le leader de ce pré-capitalisme qui, effectivement, va être celui des cisterciens. La Révolution arrive, ça devient la plus grande maison centrale. Parce qu'effectivement, pour trouver la place qu'il fallait pour les nouvelles prisons, c'est plus simple de trouver dans une grande abbaye, pour mettre une grande prison, 3000 détenus, peut-être même 3500, en 1850, c'est-à-dire grosso modo une période où il y avait 30 000 détenus, il y en avait 10% à Clairvaux. C'est la grande période de Claude Gueux, Victor Hugo, et du début des grands détenus, toujours politiques, de Clairvaux. Et la particularité de Clairvaux, alors que Mont-Saint-Michel, Fontevraud et autres, Lozes, etc., petit à petit vont disparaître, Clairvaux continue à être une maison centrale jusqu'à aujourd'hui, mais dans les lieux de l'abbaye, dans les lieux même de l'abbaye, jusqu'en 1971. Alors la particularité fantastique de Clairvaux, c'est que si vous y allez demain matin, on a constaté ça encore avec M. Boninter, avec beaucoup d'émotion il y a quelques jours, eh bien, vous avez la poussière et les morceaux de bois qui sont tombés en 1971 d'une fenêtre et qui n'ont pas bougé de place depuis 1971. Commence en 1971 un grand sommeil sur Clairvaux monastique et sur Clairvaux carcéral, et il existe à l'intérieur des 30 hectares une nouvelle prison, elle est dedans, elle est, quand on se promène dans le Clermont culturel que je vais vous décrire, on est sous les Miradors, ce qui d'ailleurs ajoute à la visite culturelle que nous faisons maintenant une présence de la prison d'aujourd'hui qui contribue encore à l'émotion. En attendant 1980, c'est-à-dire 10 ans plus tard, quand un ABF, un sous-préfet et un représentant du ministère de la Justice ont pensé que Clairvaux était peut-être pas inintéressant. Et à ce moment-là, on a créé une association, dont je suis devenu à ce moment-là l'animateur, sous la seule tutelle du ministère de la Justice. Nous avons petit à petit commencé à ouvrir Clairvaux aux visites avec 20 visiteurs quasiment par semaine, une fois de temps en temps. En 1985, on en est aujourd'hui à 20 000 visiteurs guidés avec une ouverture tous les jours, donc une progression
Et puis petit à petit, toujours sous l'égide du ministère de la Justice, la création de cette association qui passe convention avec le ministère de la Justice pour animer Clairvaux. Et on a séparé une petite partie de la partie monastique qui est toujours visitable et qui n'est plus occupée par la justice en domaine culturel du ministère de la Culture. Et notre projet a été effectivement d'associer cette double histoire. On le fait dans les visites, en visitant pendant 3 quarts d'heure, pour des visites que l'on fait, des visites tous les jours maintenant, 7 visites par jour. Et en faisant 3 quarts d'heure sur le monastique et une demi-heure sur le carcéral, avec un cours pour les visiteurs sur ce que c'est que la différence entre une maison d'arrêt, un centre de détention et une maison centrale, etc. Les ateliers que nous faisons à l'intérieur de la maison, nous avons ateliers d'écriture, ateliers de peinture, ateliers de poésie. Les ateliers de poésie que nous menons régulièrement fabriquent les textes de tous les derniers concerts que nous faisons avec une création mondiale sur des textes de détenus. Nous avons effectivement été sous égide de ce film que vous venez de voir dans le cadre de ces activités à l'intérieur de la prison. Et puis il fallait bien évidemment arriver à également être sur le thème même de l'histoire, conforté et suscité, bien évidemment, et c'est la DRAC, il faut bien le reconnaître, qui un jour a téléphoné et a dit « J'ai quelqu'un qui a envie de travailler sur ce double thème de la prison et des enfermements ». Et c'est comme ça qu'on a rencontré l'équipe d'Isabelle Landena, et que finalement, c'est plus nous, l'association, mais c'est vraiment eux, elles, parce que c'est trois elles, qui ont effectivement lancé ce qu'allons vous dire, qui va devenir un vrai cycle. C'est le lieu où nous souhaiterions découvrir parmi tous ceux qui sont ici présents le comité de patronage d'un futur musée de Clairvaux, des enfermements. Je pense qu'un jour ou l'autre, ce serait formidable que Clairvaux, qui est devenu un haut lieu des enfermements, puisse devenir également ce fort grand musée pour lequel je suis à la recherche d'appui et que je suis persuadé que je serai parmi vous. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc c'est un film que j'ai réalisé à la Maison centrale de Clairvaux en 2011. J'ai fait le portrait de 7 détenus avec leur participation. C'est-à-dire qu'en tant qu'artiste plasticienne, je travaille à faire le portrait de mes contemporains et j'ai essayé de mettre en place un processus qui soit une alternative au portrait social naturaliste ou figuratif et d'essayer de faire des portraits plus intériorisés, plus imaginaires, mais qui sont toujours en lien profond avec le modèle. Donc le processus que j'ai mis en place pour réaliser ces portraits, quand j'ai eu l'opportunité de le mettre en place avec les détenus de la centrale de Clairvaux, je me suis dit, voilà l'occasion de faire des portraits, d'abord de voir si mon processus fonctionne dans des endroits aussi reculés que sont les maisons centrales, et ensuite de donner la parole et un visage, bien que morcelé, des détenus de Clairvaux. En quelques mots, je ne suis pas cistercienne et je ne suis pas carcérale. C'est-à-dire que je ne suis ni spécialiste du monachisme bénédictin, et particulièrement cistercien, ni spécialiste de l'histoire de la justice. De sorte que ma position ici est un peu par effraction, d'une certaine manière. En réalité, et je crois que c'est important de vous le dire, parce que finalement la genèse d'une idée quand on fait de l'histoire dit un petit peu la manière dont on entend aussi la porter. Moi je suis spécialiste des ordres mendiants et plus particulièrement des franciscains. Cet ordre religieux, lorsqu'il se développe au XIIIe siècle, se pense comme en rupture par rapport au cloître. Et pour la première fois véritablement dans l'histoire religieuse de l'Occident latin, qu'on peut vivre la perfection dans le monde et pas hors du monde comme le faisaient les religieux traditionnellement jusque-là. De sorte que cette idée me trottait dans la tête le fait de considérer que le monde est un cloître et que la perfection peut se vivre pour un religieux à partir du XIIIe siècle en dehors des murs d'un cloître, dans la régularité, mais à l'extérieur, avec retour à un point d'ancrage qu'est le couvent, sans être un lieu dans lequel on est censé être enfermé le plus clair de son temps, même si on sait très bien que dans les ordres monastiques traditionnels, en réalité, les moines ne sont pas perpétuellement enfermés, parce que sinon, ils n'y survivraient pas, tout simplement. Voilà.
Alors, à partir de cette idée-là, quand j'ai été nommée professeur à l'Université de Reims, j'ai réfléchi à ce que je pourrais en faire, sachant que j'avais à cœur de monter un projet avec les forces vives qui y avaient sur place. C'est là où je sors un petit peu de la scène pour laisser entrer mes petites camarades, Elisabeth qui est là et Julie qui j'espère arrivera tout à l'heure, parce que toutes les deux étaient là à Reims avant moi, l'une travaillant sur la prison pour dette et l'autre sur la criminalité monastique. Et donc je leur ai parlé de cette idée qui trottait dans la tête d'explorer un petit peu l'articulation entre le phénomène claustral et le phénomène d'enfermement répressif, sachant par ailleurs que dans les textes franciscains que je fréquentais, il y avait des tas d'histoires de frères récalcitrants qu'on enfermait d'une manière ou d'une autre. Bon. Maintenant, pour être un petit peu plus sérieuse et substantielle du point de vue scientifique, il faut bien dire que cette idée n'en est pas vraiment une. En ce sens que dans les années 60-70, des gens beaucoup plus célèbres que nous avaient déjà un peu mis sur le tapis cette idée de mener une comparaison entre l'enfermement claustral et l'enfermement carcéral. Sauf que dans ces années-là, 60-70, qui étaient peut-être plus promptes à la polémique que nous le sommes, nous aujourd'hui, encore j'en suis pas tout à fait convaincue, même si les polémiques prennent d'autres formes aujourd'hui, ce dialogue s'est très rapidement interrompu. Pour une raison que vous pouvez imaginer sans trop de difficultés. Le moine disant, mais enfin, il y a une différence fondamentale de sorte que la comparaison s'arrête très vite. Le moine a fait le choix du retrait du monde, alors que celui que l'on enferme, c'est une peine. Et que donc, cette question de l'articulation, si vous voulez, du cloître et de la peine de prison telle qu'elle peut émerger dans le monde médiéval se pose avec une grande acuité, et en plus, on a quand même un certain nombre de textes, d'archives, de sources, somme, pour écrire cette histoire. Donc, nous nous sommes lancés, et avec l'aide, l'appui, le soutien très puissant de Jean-François Leroux et de son association, dans cette tentative d'exploration. Cela a donné lieu à un premier colloque qui s'est tenu à Clairvaux et à Troyes en 2009, de publier les actes, et dont l'ambition était de dresser une sorte de bilan de ce qui pouvait se faire dans deux historiographies, encore une fois, qui ne se fréquentent guère, pour des raisons évidentes. Il y a des historiens du religieux, des historiens de la justice, et les deux ne se croisaient pas forcément, se croisent en réalité de temps à autre, mais le postulat, c'était de dire nous voulons renouer puissamment avec une tradition qui n'en est pas une, mais disons une idée qui a germé comme ça vaguement dans les années 60-70 et qui n'a pas été approfondie. Je voudrais dire qu'il y a dans notre recherche une dimension évidemment très contemporaine, car comme vous le savez, les historiens, quand bien même ils seraient médiévistes, voire antiquisants, ne parlent jamais que de là où ils sont. Et là où nous sommes, c'est 2009, 2010, 2011, 2012. Et la question, c'est de savoir comment une société sécularisée, la nôtre, peut penser pour ses prisonniers une rédemption à laquelle, parfois, on a bien l'impression qu'elle ne croit plus pour elle-même, ni pour l'ensemble de ses sujets. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà des préoccupations d'historiens qui souhaitent donner un éclairage sur le passé et retrouver la signature du monastère dans la prison, et éventuellement la signature de la prison dans le monastère, quand on parle de Clairvaux. Au-delà de cela, il y a malgré tout le souci de réfléchir avec ce que nous sommes en tant qu'intellectuels, en tant qu'historienne et aussi en tant que citoyenne. Voilà. Merci. Et je tiens à remercier M. Leroux pour tout ce qu'il fait, qui est prodigieux. Parce que, après tout, si aujourd'hui il y a cette activité dont vous êtes tous ici les acteurs, c'est essentiellement grâce à vous. Nous avions visité ce que j'ignorais jusqu'alors, c'est-à-dire la partie maison centrale avant 1971. J'ignorais tout de l'ancienne centrale. Et quand nous avons visité l'ancienne centrale, demeurait, c'est pourquoi elle est si précieuse historiquement,
je ne parle pas seulement de artistiquement ou intellectuellement, mais si précieuse historiquement, vous avez là l'état dans lequel on a fait vivre des détenus pour de très longues peines, de 1812 jusqu'à 1970. 30 détenus dormant sur des paillasses. Les gardiens ayant si peur qu'ils le ferment et l'observent du dehors, chacun peut mesurer ce que ça signifie dans la nuit carcérale. Et dans ce décor sublime, vous aviez les unes à côté des autres des boîtes. Des boîtes avec quoi des claires-voies et une seule serrure, une seule barre fermant le tout à la nuit venue. Taille, combien on a mesuré? À peu près 1m60 sur 1m80, à peu près, mettons 2 mètres. On se tient à peine droit. Pas la moindre commodité, je veux dire, pas d'eau courante, pas de toilette, un seau, et comme toutes ces cellules sont ouvertes, les cages à poule sont ouvertes, avec au-dessus un claire-voie où passe un gardien de temps à autre sur la partie centrale et la partie dure pour voir ce qui se passe, ça veut dire que vous avez tout communicant. Les bruits, les cris, les odeurs. Et c'est ainsi que l'on a fait vivre les êtres humains pendant plus d'un siècle et jusqu'en 1970. Alors j'insiste beaucoup sur cette dernière date, parce que c'est la France prospère des 30 Glorieuses. Et la société française, en 1970, acceptait parfaitement le sort de ces hommes. C'est à voir en mesure ce que ça a signifié comme souffrance humaine absolue infligée des êtres humains par la justice française, dans une influence totale de la nation depuis la testée. Ceci doit être conservé pour notre honte commune. Il faut que les générations à venir voient comment la France des 30 Glorieuses a traité pendant des décennies des condamnés. Disons-le, moi je pense que Cayenne, tel qu'il était, valait mieux que Clairvaux, où il n'y a pas de chauffage, presque pas de chauffage, où on cassait le matin la glace, où on se lavait 2 fois par an. Vous imaginez, en dehors de l'été, vous avez le droit de se baigner dans cet emplacement-là, on a des douches, et la misère humaine dans un climat qui, à Clairvaux, est souvent polaire, il faut le dire les choses comme elles sont. Alors voilà. Ceci dit, ce que vous faites est essentiel, parce que ça a permis de faire renaître. Alors pour ma part, et je livre à cet égard un projet,